pour qu'un état de droit soit un état de droit, il faut trois principes fondamentalement, qui sont 1. La hiérarchie des règles de droit, l'égalité devant la loi et la séparation des pouvoirs. Alors, regardons d'abord la hiérarchie des normes. Donc les normes, ce sont des règles de droit, et eh bien, ça s'exprime par une image qu'on pourrait nommer une sorte de pyramide, avec tout au-dessus le bloc constitutionnel, et puis tous les traités, les conventions internationales, dont le droit européen, mais aussi le bloc législatif qui vient par la suite et qui doit donc respecter tout ce qu'il y a au-dessus, donc les lois, quelles qu'elles soient, organiques, ordinaires, etc. Les ordonnances doivent en fait obéir à ce bloc constitutionnel. C'est pour ça qu'une constitution, c'est si important. Et puis par en dessous, bien sûr, il y a des principes généraux du droit qui sont parfois écrits, parfois pas écrits. Puis le bloc réglementaire qui sont tous les décrets, les arrêts, les circulaires, les ordonnances qui mettent en œuvre les lois. Okay. Et puis en fait, encore en dessous, il y a le droit privé, c'est-à-dire le droit des accords, des conventions contractuelles. Et donc en France, tout au-dessus, il y a la Constitution et tout ce que cela comprend. Mais je vais vous citer un article de la Constitution, c'est l'article 55, qui est intéressant aussi dans le cadre du dossier international dont Serge vous parlera tout à l'heure. Les traités ou les accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Sous réserve que chacun respecte et applique le traité. Donc en fait, ça s'inverse. Alors laissons ça là pour l'instant. Deuxième grand fondement, c'est celui de l'égalité devant la loi. C'est la deuxième grande condition essentielle d'un état de droit. Mais effectivement, on pourrait se poser la question, sommes-nous tous égaux en droit? Parce qu'en réalité, blablabla. Je vais prendre un petit exemple qui m'est venu ce matin dans la voiture, et je me disais, en fait, on a bien tous l'intuition, ou parfois même plus que l'intuition, de savoir que le droit de vote en France est arrangé. Mais alors, quel est le respect de l'égalité devant la loi si certains votes sont détournés? Ça m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas encore pris le sujet à bras le corps, en fait. Ouais. Troisième grand pilier, la séparation des pouvoirs. Donc, pour être effectif, l'état de droit suppose la séparation des pouvoirs. Quels sont ces trois grands pouvoirs? Eh bien, les voilà. Le pouvoir législatif, c'est celui de pouvoir faire la loi. Voilà. Sous la Ve République, cela appartient donc à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais au-dessus de ces deux assemblées, la Constitution place, en fait, en législateur suprême, la population, par la voie du référendum. Mais on a un peu oublié, je crois. La souveraineté nationale appartient au peuple. Il faut se le dire, ça, de temps en temps. Or, nous fonctionnons avec des assemblées qui sont vidées de leur sens et de leurs fonctions, et qui eux-mêmes, en fait, travaillent complètement hors mandat, parce que personne n'applique le programme sur lequel il est élu. Bon, donc ça pose, je pose juste les choses, non pas pour créer de la polémique, mais pour poser ce qui est. Quelle est la réalité aujourd'hui? Deuxième pouvoir, c'est celui d'exécuter les lois. Alors ça appartient au gouvernement. Et il fait ça par voie d'ordonnance, enfin, par des règlements. Alors là aussi, c'est assez parlant. Si vous avez le temps d'aller creuser un peu la chose, même le gouvernement, lui, eh bien, on lui a coupé les ailes. Parce que bien sûr, dans le Conseil national de défense, là, et de santé, on ne sait pas pourquoi la santé a rejoint la défense, mais enfin, voilà, on comprend mieux aujourd'hui.
eh bien en fait on agit par règlement et non plus par loi. Hein? Troisième grand pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire, c'est celui de rendre la justice, de dire la justice. Donc cela comprend tous les magistrats qui siègent dans les tribunaux, cours d'appel, cours de cassation, et puis l'équivalent pénal, l'équivalent administratif. Voilà, ça c'est un état de droit. Mais qu'en est-il? Il me semble que ça fait depuis longtemps que l'on frôle la ligne blanche. Depuis des années, on se dit, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. C'est pas très régulier. Oui, mais là, la ligne blanche, on ne la voit plus. Alors, je vous emmène maintenant dans une petite considération. Ouais, ça c'est la justice. Oui, la prochaine. Dans un litige judiciaire, on a deux grandes parties. On a la partie des faits, et c'est malgré tout important parce que c'est ce qui conditionne en fait la suite. Et actuellement, par rapport à la politique sanitaire, qui n'en est pas une, les faits sont déterminants. Et Astrid vous en parlera tout à l'heure. En fait, pour pouvoir utiliser cette déviance qu'il y a eu par rapport au pouvoir, au pluriel, parce que c'est dans les trois catégories, en fait, on a créé la situation pour pouvoir utiliser l'outil détourné. Vous voyez ? Alors donc, au niveau des faits, c'est là où on dit, ben, il faudrait pouvoir parler vrai. Qu'est-ce que c'est un virus, hein? Qu'est-ce que c'est une contagion, en fait? Ça fonctionne comment? Et c'est quoi, en fait, une pandémie? Voilà. Donc déjà, sur les faits, il n'y a pas de clarté. Et tout le reste en découle, en vérité. Mais parce qu'aussi, à travers les différents gouvernements successifs, on a pu, sous le couvert de terrorisme, sous le couvert de tous les dangers de la population, en fait, créer une petite oligarchie qui, aujourd'hui, dicte sa loi. La deuxième grande partie, oui, l'importance d'un bon dossier, et je disais aussi, mais aussi d'appartenir, en quelque sorte, à la bonne, d'être assis sur le bon fauteuil. C'est, bref, un sujet. En droit, quelles sont les bases juridiques pour fonder ma demande? Et là, je vous invite à visiter quelques grands principes du droit. Parce qu'évidemment, comment évaluer la situation d'urgence sanitaire? Dans un état de droit, la liberté doit rester la règle et la restriction de police l'exception. Pour cela, nous utilisons effectivement les principes tels que le principe de proportionnalité. Le principe de non-discrimination, le principe de liberté et d'autres. Alors, principe de proportionnalité, intéressant. Car toute mesure restrictive des droits et des libertés n'est en fait légale que si elle répond à trois exigences inhérentes au principe. La nécessité, l'adéquation et la proportionnalité. Lorsque la mesure n'est pas nécessaire, eh bien, elle est illégale. Si elle n'est pas apte à atteindre son but, si elle n'est pas adéquate, si elle n'est pas appropriée, eh bien, elle devient illégale. Donc, par exemple, porter un masque alors que l'on est dehors ou à l'école auprès de jeunes enfants, voilà, nous ne sommes plus dans la proportionnalité. En plus de ça, toute mesure doit être strictement limitée à son champ d'application et dans le temps. Vous voyez que c'est écrit dans le droit, en fait. Le droit, quand il est bien fait, en fait, c'est la mise en musique du bon sens. Donc si, quelque part, ça vous dit qu'il n'y a pas de bon sens, dites-vous qu'il n'y a pas de droit qui vaille.
Le principe de non-discrimination. Oui. Donc discriminer, c'est traiter d'une manière différente des gens qui sont dans une situation comparable. En raison de critères, alors on les connaît, hein, l'âge, le sexe, le lieu de résidence, l'origine, la croyance, etc. Alors à ce propos-là, beaucoup d'articles de loi en parlent dans toutes les strates des normes, que ce soit dans les constitutions, les conventions, le droit national, par exemple le code du travail, le code pénal, et aussi au niveau européen. Ben voilà, nous avons même un règlement du 14 juin, c'est pas vieux, qui nous dit qu'il ne devrait pas y avoir de discrimination directe ou indirecte à l'encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et donc ça s'applique au pass sanitaire. Alors donc nous sommes dans une situation de tout est possible. Alors le principe de liberté, de non-violation de l'intégrité physique, du consentement éclairé, m'amène moi à vous parler du Code de Nuremberg, qui est issu de la jurisprudence pénale internationale. Et c'est en fait un texte qui cite 10 critères pour dire ce qu'est le consentement volontaire du sujet humain et pour dire combien celui-ci est absolument essentiel. Alors vous pouvez le trouver très facilement, Code de Nuremberg. Et puis on va revenir pour fermer les boucles, puisqu'on aime faire des boucles, on s'entend. Le principe de la séparation des pouvoirs. Donc là, voilà, je vous amène le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Proclame que les actes du pouvoir exécutif ne peuvent être respectés par le peuple que si ces actes respectent eux-mêmes les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Et qu'est-ce que c'est les droits naturels? C'est le droit de vivre, de respirer, de se déplacer, de voir ses parents. C'est ça le droit naturel. Ensuite, l'article 16 de la même Déclaration des droits de l'homme. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Lorsque les droits de l'homme sont à ce point bafoués, il ne reste plus que le pouvoir judiciaire, la justice, qui se doit d'être indépendante et impartiale. C'est la seule qui offre encore un rempart. Or, elle tarde à se manifester. Mais nous en sommes donc amenés à faire ce triste constat qu'il n'y a plus d'état de droit. Elle fut. Qu'il n'y a plus de démocratie. Parce que tous ces fondements ont été négligés. Mais pour rester sur un ton plus enthousiaste, il me semble qu'il manquait en fait une petite partie à la pyramide. Alors, ouais. Qu'est-ce qui manquerait à la pyramide en fait? La pyramide, la hiérarchie des normes. On vous en a beaucoup parlé ce matin en fait. La souveraineté. Oui, de quoi? De qui? Des peuples. Mais oui. Allons-y. Voilà. Parce qu'en vérité, c'est légal, mais c'est fictif. Vous voyez? Alors, il ne faut pas s'étonner que la République française, mais comme la plupart des autres pays, ce sont en fait des corporations commerciales. Il ne faut pas s'étonner, de toute façon, tout est fictif. Mais qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui est réel? Ben, c'est nous. Voilà, c'est l'humanité et au-dessus de nous. Bien sûr, ce sont les lois universelles en fait, c'est le vivant qui doit nous dicter. Et donc on va, si tu veux bien, switcher vers l'avant, parce que c'est un très joli texte. Portalis en fait a introduit
le Code civil, lorsqu'il a été écrit, disait les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce. Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois. En résumé, ayant fait le constat que nous sommes dans un ordre juridique qui n'est plus légitime et qui n'est même plus légal. Hein? Ça nous donne quoi, ça? Le droit de résister. Ça nous donne le devoir d'agir. Ça nous donne le devoir de ne plus attendre, mais de créer, de construire ensemble. Allons-y. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour la Savoie? Est-ce que c'est bon pour la planète? Ça, c'est la réponse. C'est ce qu'on vous propose. Peut-être des questions, pas trop sur le constat, parce que ça, je crois que c'est bien vu. Sur l'avenir. Oui, là-haut. Merci. Je voulais demander quelque chose par rapport à la Constitution. Vous parliez de la séparation des pouvoirs. Et justement, Manuel Valls, alors je ne suis pas sûre de la date, je crois que c'est 2014, a fusionné le droit législatif et exécutif. Donc normalement, il n'y a plus de Constitution française. Je crois. Oui, ça fait partie de la dérive totalitaire. Effectivement, depuis... En fait, tout commence avec De Gaulle. Il n'est pas fautif, hein, mais il avait effectivement une crise majeure à gérer, donc il lui fallait un petit groupe de décideurs. Et en fait, ce petit organe a continué à exister et à évoluer. Et voilà. Et petit à petit, l'exécutif a absorbé une partie du législatif. Parce que quand il faut faire vite, quand on est dans l'urgence, eh bien, il faut être réactif. Ça peut se comprendre. Sauf que, à partir du président Sarkozy, les choses ont pris une autre tournure. Et donc, il y a eu des actes de terrorisme qui étaient donc une raison suffisante pour renforcer cet outil. Et puis, petit à petit, il n'a fait que continuer sur cette lancée, en fait. Ce qui fait que nous en sommes aujourd'hui à la situation qu'on connaît. Et voilà, si le président Macron dit qu'en fait, il agit selon les textes, c'est vrai. Parce qu'en France, le droit n'existe pas s'il n'a pas été publié. Donc en vérité, il suffit de lire les textes pour comprendre le feuilleton. Hein. Donc tout est là. C'est vrai. Mais est-ce que pour autant, c'est légitime? Non. Est-ce que c'est légal? Non. Pourquoi? Mais parce qu'on retourne au début de la narration. C'est parce que dans les faits, on a menti. On a créé la crise pour pouvoir utiliser l'outil. D'autres questions? Je pense qu'il va falloir quand même mettre en place un cadre, des lois qui vont régir la vie des gens. Et je pense que ça va pas être facile d'articuler à la fois la souveraineté
et en même temps le fait qu'il y a des règles à respecter, comment ça va se jouer tout ça? Je ne le sais pas encore, puisque c'est un chantier en cours, n'est-ce pas? Ce qui s'éclaircit, parce que nous aussi on évolue, c'est-à-dire on prend un concept de droit et puis on dit comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on a été tous formatés à quelque chose, on l'a utilisé, on l'a mis en pratique. On dit comment est-ce qu'on veut le comprendre, comment est-ce qu'on veut, voilà, comment est-ce qu'il va s'articuler lui par rapport à un autre. Mais ce que je vois qui se dégage dans notre travail et dans nos compréhensions, c'est justement le fait que nous sommes chacun des êtres souverains et créatifs. Et à partir de là, il me semble que c'est une autre sorte d'ordre juridique qui va pouvoir naître. Et lors d'une réunion qu'on avait justement avec Valérie Hugo, elle disait, mais à quoi bon réécrire une constitution avec une centaine d'articles si en fait on ne les respecte pas? Alors effectivement, est-ce que l'idée va naître de faire un texte beaucoup plus court qui pourrait être une charte des valeurs fondamentales? Voilà quelque chose qui peut vous donner une idée de ce qui est en train d'émerger aussi chez nous et à tous ceux qui participeront à ce travail, parce que c'est chacun. Une sorte de cadre général et holistique, en fait. Dans un premier temps, alors, il faut que je vous dise une petite chose, parce qu'on en a aussi entendu parler ce matin, c'est quoi une période de transition? Est-ce que quelqu'un est capable de l'expliquer? Ça se passe comment, une transition? Est-ce que vous pensez qu'il y a plusieurs étapes dans une transition? Quelle est la première étape? C'est comme un accouchement. La réflexion, la rencontre, le constat. C'est prendre le pouvoir. Et c'est ce que nous nous sommes autorisés à faire. Mais on vous invite tous à nous joindre dans cette prise de pouvoir. Donc on devient des êtres souverains. C'est nous qui décidons de notre destin. Et c'est ça, en fait, qui va faire que la Savoie devient un pays souverain. C'est chacun de nous. Nous, on donne du cadre, on donne des idées, on travaille, on propose, mais un jour, ça sera à vous de décider, de valider. Alors, comment ça se passe une transition? On prend le pouvoir. Pas très démocratique, mais bon, il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. Ensuite, on pourrait appeler ça un coup d'État. Ben, nous, ce n'est pas notre cas, parce que nous, on prend notre droit. Bon. Ensuite, il va falloir faire un peu de ménage. Et puis surtout, on va dire, toutes les lois, vous savez quoi, on abolit. Mais, parce que la société doit continuer à fonctionner, on reprend, mais pas tout. Pas tout. Hein, on va laisser tomber, voilà. Les 2 dernières années, on va mettre de côté, voilà. Et puis beaucoup d'autres choses. Hein, les radars, ça ne nous intéresse pas non plus. Bon, bref. Et à partir de là, on sera là où nous en sommes, pour recréer quelque chose, donc adapté à partir de l'existant, parce qu'on ne peut pas être dans un néant, ça c'est pas possible. On ne peut pas gérer une société et un pays dans un néant. Donc à partir de là, on va faire notre droit. Quitte à changer un code entièrement. Hein. Du coup, vu que on est proposé d'avoir un État souverain, est-ce qu'il est déjà envisagé de faire un atelier pour créer cette constitution plus ou moins par tout le monde Alors, il existe un préambule que je vous invite tous à lire. Il est peut-être même ici. Il est sur le site. Lui aussi, il évolue encore un peu, mais disons que les grandes lignes sont posées. Donc ça vous donnera déjà le ton de ce à quoi pourra ressembler la Constitution. Alors, est-ce qu'il y a un atelier? Il existera, c'est certain. Mais d'abord, la première chose, c'est prendre le pouvoir. Donc, c'est quelque part
se déclarer légitime pour donner corps à un nouvel État. Donc ce qui nous occupe, nous, enfin, moi, avec les champions, c'est de mettre en place la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? C'est se donner des règles du jeu de fonctionnement. Cette gouvernance se veut ouverte sur la population. On vous invite. Et deuxièmement, c'est d'aborder le dossier en droit international dont vous parlera Serge, parce que tout en découle. C'est ça qui va nous donner la légalité dans le monde. Voyez, donc ça, c'est un point très important, et disons que l'un ne va pas sans l'autre. Nous sommes pressés par le temps, on ne pensait pas que les choses iraient si vite, donc c'est pour ça que peut-être vous recevez parfois les choses un peu dans le désordre, mais on est un peu dans le désordre. Mais voilà, pour moi, les deux points principaux, ce sont ces deux-là. Et pourquoi est-ce que ce dossier n'est pas parti aujourd'hui? Mais parce que la France n'a jamais voulu s'en saisir. On l'a invité devant les tribunaux, on l'a fait maintes fois, mais non. Il se déclare incompétent. Mais c'est sûr qu'on ne va pas l'introduire devant les tribunaux, puisqu'on va demander à la limite de nous donner raison. Une autre question. Anne, j'ai une question. On dit que l'argent c'est le nerf de la guerre et je crois qu'on a rappelé il y a peu de temps. Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple arrêter de payer nos taxes d'habitation et taxes foncières et les verser à l'État souverain de Savoie plutôt qu'à l'État français, avec un conseil juridique sur la façon de se défendre pour faire blocage à toute tentative de l'État français? Voilà, c'est ma question. Bon, alors en tant que juriste, vous savez, nous on fait partie des prudents. Alors la question pourrait être la même comme celle qu'on a reçue la semaine passée. Comment je fais si je veux prendre une bière dans un bar et j'ai pas de passe? En fait, c'est la même chose. Donc ma réponse serait de dire, écoutez, certes, on est dans un système illégal, injustifié et injustifiable. Par contre, il porte encore à conséquence, ou il peut porter à conséquence. Donc, faites ce qui vous semble juste pour autant que vous puissiez le porter. C'est-à-dire que votre souveraineté intérieure soit suffisamment à l'aise avec vous-même et avec vos actions. Donc, viendra un moment où, effectivement, on aura tous envie de dire on ne participe plus à cet état criminel. Voilà, à nous, voilà, ensemble, de faire cette démarche. Et c'est vrai que nous avons besoin d'argent. Donc c'est vrai que ça serait aussi juste que pour financer les actions qui sont à mener et à mettre en place tous les organismes pendant cette période de transition, que cela vienne. Après, comme je vous le dis, c'est chacun comment se sent-il par rapport à ça, et encore faut-il que dans cet état, nouvel état, nous soyons organisés pour pouvoir le recevoir. Il faut déjà un compte en banque, une banque, etc. Sans quoi, l'État peut le saisir, puis vous pouvez avoir des conséquences aussi au niveau de, je sais pas, votre activité, être saisi. Enfin, voilà, c'est là où j'ai dit, ça porte à conséquence. Merci. Oui, c'est ça. Bonjour à tous, question ici, excusez-moi. Oui, je vais revenir. Alors, Madame. Alors, j'ai deux questions en même temps. Donc, vous me demandez pourquoi on parle d'État souverain et non d'indépendance. Oui, la souveraineté, l'État souverain de Savoie, oui, c'est un État indépendant. Monsieur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Stéphane Fontina-Hébert, militant sarrazin depuis 25 ans. Suite à un document que j'ai trouvé sur un site sur webbistomo.com qui nous donnait un document à remplir pour se protéger sous protectorat international. Donc ma question est, la Savoie peut-elle prétendre être sous protectorat international ouvert par la charte de l'ONU et la charte des droits de l'homme? Alors, je vous passe le document. De ce que j'ai compris de votre question, les principes généraux de droit que je vous ai mentionnés, ils sont valables pour tous.
une chose. Est-ce que la Savoie est un protectorat? Ça dépend dans quel sens vous le comprenez. Si on se place dans le cadre du dossier international, au regard de la situation juridique de la Savoie, oui. Parce qu'en fait, en Savoie, on a la situation incroyable de pouvoir prétendre à dire, en fait, la République française n'a pas sa place. Donc à partir de là, ça forme effectivement un argument juridique, comme je vous disais tout à l'heure, dont les tribunaux n'ont jamais souhaité se saisir. C'est une forme de protection. Alors pour autant, est-ce que nous, 3S, nous sommes protecteurs? Il est arrivé d'accompagner l'un et l'autre dans un dossier juridique. Pour autant, nous ne sommes pas le service juridique de chacun. Je veux dire, on ne peut pas l'assumer. Pas encore. Pas encore. Exact. Oui. Encore une question. Merci. Moi, j'aimerais vous demander si à terme, on pourrait espérer voir arriver une carte nationale d'identité de l'État de Savoie. Elle existe. Elle existe sur le site. Est-ce qu'on peut se faire naturaliser savoyard? Excusez-moi, Non. Pascal vous en parlera en long et en large. Ceux qui ne connaissent pas. Mais elle existe et le permis de conduire aussi. 100 points, ouais. Oui, bonjour. Voilà, petite question, c'est pour savoir, est-ce que la police de la région de la Savoie obéit aux ordres de l'État souverain de Savoie? Par conséquent, du coup, on peut enlever tout ce qui est saisi, amende. Je ne peux pas parler à la place de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas m'exprimer pour la police. Pas encore. Mais vous comprenez bien que si cet éveil se fait à une échelle large, et moi je vois que semaine après semaine, il y a plus de gens dans la salle. Si cet éveil se fait à un niveau large, comment voulez-vous que les autorités nous ignorent plus longtemps? C'est comme dans une manifestation, ils en prennent un pour faire l'exemple, mais en fait, si vous arrivez à 10 000, il n'y a plus personne qui bouge, ils savent quand même plus fort. Ici, c'est la même chose. Oui, pour répondre par rapport au PV, c'est très simple. Aujourd'hui, les PV, ils repartent directement chez Macron à l'Élysée. En travers, on les barre en travers, on marque illégitimité État de Savoie. Pour vous donner un exemple, quand on était avec Thierry et puis d'autres personnes dans l'affaire Janine Stevenac au tribunal de Thonon, on était un petit comité de soutien. À 12 personnes, on a pris 34 PV en 2 heures de temps. Thierry en a pris 7, moi j'en ai pris 7. Janine qui allait au tribunal, Thierry Berry aussi a eu ce droit à 4 PV. Janine qui était au tribunal pour lutter contre un PV, on a même pris 4. Donc j'ai fait une grosse enveloppe, j'ai mis ces 34 PV dans une enveloppe, j'ai mis ces 34 PV, voilà, retour à l'Élysée. Pour le moment, moi j'ai commencé il y a peut-être 1 an et demi, j'ai pas de retour immédiat. Donc voilà pour vous préciser la situation, tout simplement.